Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas vu beaucoup de films ce mois-ci, vous avez enfin la réponse. Elden Ring Shadow of the Erd Tree. Comme d'habitude, dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Et je sais que les gens qui sont fans de ces Souls n'ont pas du tout envie d'être spoilés. Du coup, je vais juste montrer des photos de quelques zones. Aucun boss, rien de spécifique, juste quelques zones d'exploration, donc des photos vraiment basiques. Et ensuite, en spoiler, on en parlera bien plus en détail. Vous avez le timing dans la vidéo. Elden Ring Shadow of the Erd Tree est l'histoire du monde des ombres que le joueur doit rejoindre. Monde dans lequel le joueur doit trouver la fameuse figure de Miquella dont on entend parler depuis le jeu de base et qui visiblement a un contrôle assez particulier sur cet univers. C'est vraiment pour ça que j'ai pas vu beaucoup de films ces dernières semaines, c'est que j'ai refait une run d'Elden Ring. Pour ceux qui se posent la question, j'ai fait ma critique à l'époque sur la chaîne secondaire parce que c'est là-bas que je mettais les critiques de jeux vidéo à l'époque parce que je voulais pas mélanger les deux, mais maintenant c'est sur la chaîne principale. Et justement, vu que j'ai fait une run d'Elden Ring qui m'a pris 50 heures de refaire le jeu en New Game Plus, je précise, je suis en New Game Plus, et le DLC qui m'a pris 45 heures pour tout faire, j'ai mis un peu le cinéma de côté et il faut savoir un truc sur moi, c'est que je joue pas souvent à des jeux vidéo, je dois en faire 2 ou 3 par an parce que j'ai pas souvent le temps, mais j'ai des exceptions. Il y en a quelques-unes, je suis matrixé et je ne peux que craquer. Elden Ring en fait partie. J'ai découvert les Souls avec Dark Souls en 2011-12, je sais plus en quelle année, et depuis, je suis accro, matrixé, obsédé par la licence. Je les ai tous faits plusieurs fois, et en général, les jeux From Software sortaient tous les 2 ans, 2 ou 3 ans d'ailleurs, et là on a un nouveau jeu qui est sorti, et c'est vrai que c'est un DLC, ce qui peut être un peu particulier. T'attends 2 ans pour un DLC, les gens pourraient être déçus ou être tout simplement passés à autre chose, mais à minuit, le vendredi, j'étais debout, j'ai joué de minuit à 5 h du matin, je suis allé dormir 3 heures, j'ai rejoué tout le vendredi jusqu'à la fête de la musique, et alors là, 9 h samedi matin, je me suis réveillé et ça fait des années que je n'ai pas fait ça, mais de samedi 9 h du matin à dimanche 20 h, j'ai joué non-stop. Genre la nuit inclus, j'ai fait nuit blanche, je n'ai fait que jouer, d'où mes 45 heures en 3 jours, complètement obsédé, matrixé, j'ai à peine mangé, j'étais tellement focus, et même pas pour sortir la critique, hein, parce que tout le monde l'a sorti depuis une semaine et tout, juste parce que j'étais drogué quoi. C'est des jeux qui me droguent littéralement, j'ai l'impression, et plein de gens se posent la question, oh 40 € pour un DLC, c'est le début du nouvel ère où les DLC sont trop chers. Je suis désolé, mais ce jeu, il aurait pu l'appeler Elden Ring 2, quoi. Petite exagération, parce qu'évidemment, on serait déçu de passer d'un Elden Ring à 80 heures, énorme map, à un Elden Ring 2 plus petit, 2 fois plus court, mais le jeu est gigantesque. Pour From Software, j'ai envie de vous dire que c'est plus grand que Dark Souls 3. Je pense même que tu peux ajouter Dark Souls 3 et Bloodborne est à la taille de ce jeu-là, qui est un DLC. C'est l'équivalent de sortir God of War Ragnarok ou Spider-Man 2, quoi. C'est quasiment le même délire, parce que le jeu est énormissime. Et du coup, il y a les discussions qui ont été lancées sur est-ce que le jeu doit être dans la catégorie jeu de l'année. J'ai envie de vous dire que non, pour plusieurs raisons. Premièrement, que ça reste un DLC. C'est du contenu post-game. Donc quand vous avez fini le jeu de base, vous pouvez plus ou moins accéder au DLC. Parce que tout ce qui se passe après est plus difficile que le jeu de base. D'où le post-game. Ce n'est pas construit comme un vrai jeu. Ça part du principe que c'est une suite de ton jeu, mais vraiment une suite directe dans le même jeu plutôt qu'un nouveau jeu. Et en termes de mécanique, de narration, de gameplay, c'est pas la même chose. Donc l'argument, je l'entends. Cependant, vu que Resident Evil 4 a été proposé dans Game of the Year en étant un remake, même s'il y a des changements évidemment, pour moi le DLC mérite d'être dedans. Si un remake est dedans, aucune raison de pas mettre ce DLC là. Pour moi, ils se sont un peu tiré une balle dans le pied à cause de ça, à cause du remake de l'année dernière, parce que du coup, ce jeu mérite aussi. Je comprends l'argument contre le fait d'être un GOTY, parce qu'en vrai, c'est pas les mêmes choses hein, pour un nouveau jeu et un DLC. Tu pars pas du même constat, du même principe, tu dois pas expliquer des mécaniques et tout, c'est un DLC quoi. Mais aussi, il faut se poser la question, s'il est nommé en GOTY, cette année, il va gagner. C'est évident. Juste pour parler de mon build, parce que forcément, l'expérience de chacun est différente en fonction de la manière dont vous jouez. J'ai lancé en New Game Plus, j'étais niveau 218 lorsque j'ai lancé le jeu. J'avais tout fait en New Game Plus ou moins. Je joue armure légère pour avoir les meilleures roulades possibles. J'ai joué double Nagakiba parce que c'est une arme cheatée que j'aime beaucoup et j'adore le saignement dans le jeu, mais encore une fois, j'admets que c'est cheaté. Par contre, je joue 0 invocation, sauf quelques exceptions, je vais vous expliquer en spoiler surtout. Mais il y a 2 boss que je n'ai pas réussi. D'ailleurs, il y a un boss que j'ai pas fini, le boss final. J'ai pas envie d'invoquer et j'y arrive pas tout seul pour l'instant. Et il y a un autre boss que j'ai invoqué parce que je sais que j'allais jamais y arriver tout seul. Et je suis pas spécialement fan de la manière dont on peut affronter ce boss. Mais après, j'ai lu sur internet qu'en fait, j'avais un moyen très simple de battre le boss, mais c'était déjà trop tard, j'avais déjà invoqué. Bref, on en parlera en spoiler. Et voilà, je joue roulade, double katana, saignement, sans invocation. Et je peux vous dire, je me faisais tout shot par quasiment tous les ennemis. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'il y a un gros débat sur la difficulté qui a eu lieu. Sur Steam, le jeu a été review bombé. Genre, il est même pas en positif sur Steam car le jeu est trop difficile. Alors oui, il y a des arguments solides, des gens qui disent que les performances du jeu sont pas au niveau. Et oui, c'est un portage PC. En général, les jeux PC, surtout des studios japonais, ils tournent assez mal. Je sais que je fais une généralité, mais les portages sont assez ratés en général. Et là, c'est visiblement le cas. Mais bref, la majorité des gens qui critiquent le DLC, ils disent
disent que c'est trop difficile. Et c'est évident que de tous les jeux From Software, c'est le contenu le plus difficile. Une astérix quand même à ça, parce qu'il y a des jeux comme Sekiro qui sont tellement différents des Souls que moi j'y arrive pas. Genre Sekiro, j'ai joué sur mon PC de merde à l'époque en 25 images par seconde, c'était horrible, mais j'ai joué et j'ai galéré. Donc faudrait que je lui redonne une chance à ce jeu, mais Sekiro, j'ai trouvé ça vraiment hardcore. Là, vu que c'est plus un Souls et j'ai l'habitude, j'ai trouvé ça difficile. Donc de tous les Souls, c'est le plus dur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après le DLC, je suis allé taper Malenia, je l'ai défoncé quoi. Le DLC m'a rendu bien plus puissant, même par rapport à Malenia, qui m'a fait énormément transpirer à l'époque. Là, je l'ai atomisé quoi. Donc le DLC te rend clairement meilleur au jeu et j'ai jamais été mauvais à ces jeux. Je me considère comme bon, mais pas exceptionnel. Mais oui, il est difficile, mais il est difficile en mode From Software, c'est-à-dire qu'il est rarement injuste, même s'il y a des soucis, hein, on en parlera après, mais il est juste dans la manière où les boss sont durs, les ennemis sont durs, mais il faut apprendre. Il faut mourir, et apprendre, et ensuite ça ira. Même sans invocation, les boss les plus durs, tu peux y arriver en jouant, en apprenant et en stressant, d'accord? Mais tu peux y arriver. Et ensuite, il y a les fragments. Beaucoup des gens qui se plaignent de la difficulté n'ont pas récupéré tous les fragments. C'est le nouveau truc du gameplay. En gros, pour baisser la difficulté du jeu, tu peux trouver des fragments dans le monde ouvert qui vont baisser la difficulté. Et si tu les prends pas, ces fragments, tu te fais démonter par tout le monde. Mais à la fin, quand tu as tous les fragments, les 50, c'est facile. Ou en tout cas, le jeu est beaucoup plus simple et ça passe carrément mieux. Moi, sans guide, j'ai trouvé 46 des 50 fragments et j'ai utilisé un guide pour trouver les 4 restants parce que j'avais pas compris que certains ennemis les drop et il y avait 4 ennemis qui les droppaient et j'ai jamais fait attention ou parce que je les ai pas trouvés ou pas tués ou je sais pas quoi. Mais la majorité des fragments sont faciles à trouver même sans guide. Et il faut les utiliser. Si vous voulez rendre le jeu plus simple, et même avec les 20 fragments, enfin les 20 niveaux de fragments, le jeu est dur, hein, donc même avec ça, c'est compliqué, mais utilisez-les. Et pour les gens qui galèrent, vous pouvez utiliser votre mimique, vous pouvez utiliser des invocations de PNJ ou jouer en multijoueur, ça rend le jeu beaucoup plus simple. Donc se plaindre de la difficulté alors qu'elle est vraiment juste dans la majorité des cas, je trouve ça malhonnête, et review bomber ce jeu pour la difficulté, c'est aussi malhonnête intellectuellement, je suis désolé, c'est la vérité. Et d'ailleurs, je précise, ne laissez personne vous dire comment jouer. Si vous aimez invoquer, mimique et tout, être à 3 contre un boss, mais faites-vous plaisir, allez-y, amusez-vous avec. Moi, je joue sans invocation, roulade, parce que c'est ce que j'aime, mais si vous voulez invoquer et tout, ne laissez personne vous juger, faites-vous plaisir. Le but, c'est d'apprécier de jouer à un jeu vidéo. Si vous n'appréciez pas, il n'y a aucun intérêt d'y jouer. Mais est-ce que mon ego a été absolument atomisé en lançant le DLC? La vérité est que oui. Je me considérais comme bon, je venais de finir ma run Elden Ring NG+1, j'étais content, j'ai défoncé tout le monde, je me suis fait démonter. Et j'ai adoré me faire démonter. Mais en termes de gameplay, c'est vrai que ça rajoute quasiment rien. Oui, le système de level up qui encourage l'exploration, ça c'est cool. Mais en termes d'armes, en termes de crafting, d'objets, de sorcellerie, il n'y a rien qui a changé. Alors oui, le crafting est bien plus mis en avant dans ce DLC-là, parce que parfois il faut crafter des objets pour réussir à battre quelques ennemis ou même ouvrir quelques zones. Il y a une zone qui s'ouvre uniquement en craftant un item. C'est plutôt bien expliqué par les différents messages de la communauté au sol, mais le gameplay est virtuellement le même, quoi. Même si il est tellement difficile que certains boss, il faudra s'adapter. Vu que moi je joue saignement, il y a beaucoup des boss qui sont immunisés au saignement. Et j'ai dû me respect, changer d'arme, changer de stratégie pour vaincre ces boss. Il faudra s'adapter. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins tu comprends très vite quel boss est vulnérable à quoi. Si tu as mis 5 coups de saignement à quelqu'un, il n'a pas pris un proc de saignement, tu sais que tu dois changer de stratégie. Les boss qui sont dans des flaques d'eau, tu sais que tu peux les électrocuter. Les boss qui sont en feu, tu sais que tu peux mettre de la glace dessus, etc. etc. C'est assez évident quel ennemi a quel point faible. Et c'est là la force du truc, hein, c'est la direction artistique. Ah oui, on peut parler des graphismes et tout, mais la direction artistique est tellement haut niveau, tellement impressionnante et puissante que tu prends une claque. Déjà, tu lances le DLC, tu vois la première image du monde entre l'arbre, les forteresses qui semblent impénétrables, les ravins où tu vois des arbres en dessous et tu sais que tu pourras y aller, la verticalité du monde, mais what the fuck. Je n'ai pas vécu ça depuis le premier Dark Souls où tout est tellement interconnecté que tu pètes un câble. Oui, le monde est grand, c'est vrai, mais il est surtout sur plusieurs niveaux. Et c'est tellement grand que ça devient accablant et même stressant parce que tu dis je pourrais jamais tout explorer. Et à la fin, lorsque tu as tout fini, c'est tellement simple de se repérer, c'est tellement facile de savoir où t'es, c'est tellement cool de trouver les raccourcis. Il y a des zones qui sont cachées, attention, hein, qui sont vraiment bien cachées, mais tu peux accéder à toute la map depuis le début. Besoin de battre quasiment aucun boss pour accéder à toute la map, et ça c'est génial parce que ça encourage l'exploration et pour trouver les fameux fragments. Mais en plus de ça, ce qui est vraiment bien, c'est que même les choses qui sont les plus cachées, pour vous dire, il y a une zone, il faut utiliser une emote pour la débloquer. Et en vrai, c'est assez évident dans le jeu. La manière dont tu trouves l'emote, la manière dont les messages des développeurs t'aident, j'ai réussi à débloquer cette zone avec juste le jeu en lui-même. Il n'y a aucune zone pour les débloquer où j'ai utilisé un guide. J'ai trouvé ça vraiment assez direct et bien foutu et j'ai apprécié ça. Par contre, c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup des indices d'exploration et des choses comme ça, comme les emotes et autres raccourcis, dans les Souls de l'époque. Si vous n'avez joué que à Elden Ring, je pense que certaines zones sont tellement difficiles à découvrir parce que justement, vous n'avez pas l'habitude avec, on va dire, les codes de From Software. Mais c'est ça qui est bien, c'est l'exploration
l'exploration, c'est ce sentiment de première semaine de jeu. Tu as l'impression que tu découvres le jeu avec toute la communauté, tu découvres les différentes zones, les ennemis, et en tant que communauté, vous souffrez ensemble. La communauté s'entraide, il y a plein de messages trop bien au sol, et ce côté en ligne est génial. Et jouer à un Souls la première semaine de sortie est l'une des meilleures expériences de gamer de votre vie. C'est tellement la découverte la plus totale, même sur les wikis, lorsque vous cherchez une information, il n'y a rien pour l'instant. Parce que même ceux qui ont testé le jeu pour faire le wiki, ils n'ont pas encore eu le temps de tout tester. Et c'est génial, ce monde inconnu que tu découvres là. Et c'est un sentiment unique. Et l'exploration est tellement la grande force de jeu. Tu as envie de tout explorer, tu as envie de te balader partout, tu as envie de scanner la map, trouver des grottes, des cavernes, des raccourcis de fou. J'ai adoré chaque instant. Pour moi, il n'y a aucun jeu monde ouvert qui a fait mieux que Elden Ring en termes d'exploration. C'est pour moi, j'ai pas fait Zelda et Red Dead, j'avoue, mais c'est pour moi le plus grand monde ouvert de l'histoire aujourd'hui. La diversité, la beauté ou même la beauté lugubre de certaines zones est tellement bien et prenante, et le royaume des ombres est à un niveau stratosphérique de game design, d'intelligence artistique, d'exploration, mais vraiment hors du commun. La densité du monde, même si on peut critiquer que les zones late game entre guillemets sont un peu plus vides que certaines du début du jeu, ça reste dingue parce que parfois tu te balades sur des endroits, tu te dis ok là le développeur n'a jamais pensé à moi qui allait me balader par ici, et en fait c'est une nouvelle zone. Parfois tu fais du platforming qui semble tellement fou, mais en fait le développeur a tout prévu. Et ils se sont dit ok, on sait que vous allez faire ça, il y a une zone qui est là. C'est assez fou. Et il y a évidemment plein de références aux précédents jeux, il y a des zones hors du commun, on en parlera surtout en spoiler. La météo qui impacte pas mal l'environnement, il y a moins de diversité des ennemis que dans un nouveau jeu, c'est normal, même s'il y a pas mal de nouveaux ennemis. Moi ça m'a pas dérangé parce que je trouvais vraiment les anciens ennemis bien utilisés, mais ça reste un DLC quoi, ils vont pas rajouter 1000 nouveaux ennemis différents, il y en a quand même des nouveaux, dont certains très pénibles à affronter, et j'ai trouvé ça extrêmement prenant. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est le nombre de dragons. Il y a tellement de dragons, et j'ai trouvé les combats de dragons vraiment inintéressants dans Elden Ring. Alors pas tous, certains combats de boss sont vraiment très bien, mais la majorité des combats de dragons en mode boss sont assez nuls et peu intéressants. Encore une fois, il y a des exceptions, mais je trouve qu'ils ont abusé des dragons. Mais là où les donjons, les cavernes et tout qui étaient répétitives dans le jeu de base, il y en a beaucoup moins. Elles sont bien plus directes, elles prennent pas toujours la tête de manière bête, et il y a moins de boss répétés. Il y a quand même quelques boss répétés, mais moins. Et la peur est de retour. Il y a des zones qui m'ont vraiment angoissé, il y a des zones où tu peux tomber dans le vide et affronter des boss, c'est un peu une référence à tous les Souls, ça. Il y a des zones épiques où tu vas gravir une énorme montagne, tu vas pénétrer des forteresses gigantesques, il y aura des zones tellement labyrinthiques, et à la fin, quand tu les auras explorées, tu auras tout compris par cœur. Et il y a des zones où tu vas explorer la carte sans la voir sur la map, littéralement, parce que tu n'as pas encore trouvé l'endroit où récupérer la carte. Et pareil, c'est un niveau d'angoisse assez extrême, mais c'est génial. En termes d'histoire, il y a beaucoup de narration environnementale, que ce soit des dragons morts, des zones qui ont été brûlées ou des choses comme ça, je vais pas trop en révéler. Mais c'est tellement logique à quel point l'environnement est utilisé pour l'histoire, le gameplay, c'est génial. Il y a même des révélations en termes de lore, que ce soit dans les objets, les cinématiques ou les PNJ, c'est beaucoup plus direct et moins cryptique que beaucoup des Souls auparavant, et tu comprends l'histoire parfaitement. Mais c'est encore une fois dans les détails. Et tu as évidemment beaucoup de moments lugubres, forts et assez hardcore, disons, mais aussi beaucoup de moments de beauté et de douceur. Parce que l'ambiance sombre et dévastée est vraiment bien compensée, je trouve, par des moments vraiment juste mignons, en fait. Par contre, il y a encore les problèmes classiques des Souls. Il y a certains boss où la caméra est ton plus grand ennemi. Il y a des boss, surtout un animal auquel je pense, qui est dans une salle très carrée, où la caméra peut te faire énormément défaut. Ensuite, il y a certains boss, leur hitbox est juste cassée. Certains d'entre eux, surtout un précisément, tu sais jamais comment esquiver son coup, et je pense que sa hitbox est juste cassée, et je pense qu'elle sera patchée plus tard, parce qu'elle ne marche pas. Elle est vraiment pas bonne. Et certains boss sont moins intéressants que d'autres, mais bon, honnêtement, c'est pas ça qui va tuer votre jeu ou vous déranger en quoi que ce soit. Mais les boss sont bien utilisés parce que maintenant la phase 2, je sais pas si c'était le cas dans le jeu de base et j'ai jamais remarqué, mais leur phase 2 se déclenche à 60%. Du coup, il y a une stratégie à avoir parce que la phase 2 de tous les boss est beaucoup plus dure que la phase 1, genre beaucoup plus dure. Si le boss est à 62% de vie et que tu lui mets un petit coup, il va passer en phase 2. Alors que s'il est à 62% et t'essaies de lui mettre un gros combo ou un gros coup, là tu pourras baisser sa vie à, je sais pas, 40, imaginons, et il aura une phase 2 beaucoup plus courte. Donc une stratégie par rapport à ça. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est vu que les boss ont des attaques beaucoup plus rapides, des attaques retardées. Donc ils vont faire un combo normal, ensuite ils vont mettre une attaque qui a un petit délai. Ça t'oblige à être vraiment focus constamment sur les attaques. Mais au moins maintenant il y a une sorte d'indicateur, c'est-à-dire que lorsque des boss vont faire des attaques surtout sauter, tu auras une sorte d'animation qui va te dire quand faire une roulade. Et je trouve ça rafraîchissant parce que c'est un jeu où les hitbox sont parfois un peu aléatoires, pas toutes encore une fois. Le fait d'avoir cette petite assistance après un combo de 6 coups, que le 7e coup ils te disent ok là t'as un gros coup qui va te mettre énormément de dégâts, voire te
te one-shot, tu peux l'esquiver facilement parce qu'on te dit quand le faire. Et ça, c'est un peu nouveau dans les Souls, qui est vraiment cet indice visuel. Encore une fois, les boss sont difficiles, mais ils sont justes pour la très grande majorité d'entre eux. Il faudra juste s'entraîner, répéter, et vous allez y arriver. Et la qualité des boss est vraiment excellente. Alors oui, ils sont difficiles, mais les boss en soi, que ce soit leur aura, leur charisme, leur cinématique, l'ambiance générale, sont excellents. Et tu as vraiment l'impression d'affronter des dieux à certains moments ou des gens importants. Et du coup, le lore et l'histoire les rendent encore plus dingues à affronter. Et tu as des combats qui sont tellement épiques et grandioses, c'est du jamais vu dans un Souls. Et en plus, il faut s'adapter parce que parfois, si vous êtes comme moi, vous jouez roulade, rouler dans un boss, c'est quelque chose qui marche tout le temps. Mais il y a certains boss maintenant, vous devez rouler ou sur le côté ou en arrière parce que sinon l'attaque n'est pas du tout évitable. Et ça, c'est cool parce que moi, j'ai toujours roulé dans le boss et c'est ce qui marche dans quasiment tous les jeux. Mais là, le jeu te dit attention, il y a certaines attaques, il faudra être concentré. Du coup, tu as des attaques qui vont super vite, des combos qui s'arrêtent jamais. Les boss, on dirait qu'ils ont 1000 points d'endurance de plus que toi et des attaques qui sont à la fois rapides, puis de retardées, puis tu peux pas rouler à travers le boss. C'est difficile, mais c'est juste. Ils sont tous extrêmement agressifs, il y a peu d'ouverture pour se soigner ou attaquer, mais il y en a quand même et elles sont assez visibles. Et par contre, le boss final du jeu, j'avoue, je l'ai pas encore fini, j'ai pas encore réussi et je vous l'ai dit, j'ai envie de le faire sans invocation. C'est de loin le boss le plus dur de tous les Souls, sans aucune hésitation. Ils ont jamais fait plus difficile, mais le combat est généreux. On en parlera après. Conclusion, c'est le plus grand DLC de l'histoire, hein. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai jamais vu ça. Le meilleur DLC auparavant, c'était Blood and Wine, hein, qui était exceptionnel, mais celui-ci, il n'y a rien de mieux. Honnêtement, en termes de DLC, c'est l'un des meilleurs contenus From Software de l'histoire. C'est hors du commun. Alors oui, c'est pas parfait, encore une fois, surtout sur les boss, il y a des petits soucis, mais en termes de jeux vidéo, encore une fois, ils ont prouvé à quel point ils s'améliorent de jeu en jeu chez FromSoft. Et là, c'est une énorme claque. Je n'ai pas du tout été déçu, et honnêtement, pour ceux qui veulent tenter l'expérience Elden Ring, commencez, et vous allez devenir matrixé comme moi, et vous allez vous taper une énorme claque devant ce chef-d'œuvre que vous n'allez jamais oublier. Donc oui, je lui mets 10 sur 10, même si encore une fois, il n'est pas parfait, mais l'industrie du jeu vidéo devrait atteindre ce standard-là. Parce que sortir un DLC comme ça, c'est du jamais vu. Maintenant, on va passer en spoiler. Je vais juste parler de quelques zones que j'ai bien aimées rapidement. Les anciennes ruines de Roi ou Raw, je sais pas comment on appelle ça, désolé, j'ai fait le jeu en anglais. J'ai adoré l'esthétique presque tropicale, ancienne ruine. J'avais l'impression d'être dans un jeu d'aventure. Surtout que tu peux avoir ton cheval dans les ruines, littéralement à l'intérieur, ce qui est rare. J'ai adoré l'explorer, les différentes créatures, l'ambiance, la verticalité du monde et juste un peu le côté grandes herbes de partout, des cascades de partout. C'était un peu l'Éden, t'as l'impression. Ce qui est logique parce que c'est ce qui te permet de débloquer le paradis. Parce que oui, Enerlim, tu montes l'escalier qui mène au paradis, une zone assez difficile, mais tu sais que tu vas affronter un dieu. Parce que c'est fait comme le paradis et là où Dieu est présent. Et l'arène est grandiose, mais on en parle après. Il y a aussi la Cerulean Coast qui est absolument magnifique, juste visuellement et en termes de verticalité, mais toutes les zones sont vraiment bien. Le Jagged Peak que tu dois monter avec ton cheval, tu montes de plus en plus, il n'y a quasiment aucun ennemi sauf des dragons. Pour arriver à un combat de dragon épique avec la tempête et la météo qui t'agressent, j'ai trouvé ça génial. Et la forêt abyssale, j'imagine en français, c'est du génie. Parce que tout le jeu, on t'a habitué à attaquer et à avoir ton cheval. Là, ton cheval, il flippe et tu peux pas attaquer les ennemis. Du coup, tu joues en infiltration. Alors, c'est pas terrible comme infiltration, mais ça a tellement changé la dynamique du jeu. Surtout, j'ai joué à 5 h du matin. Ça m'a fait réellement flipper. J'étais angoissé et j'ai adoré cette zone. Et ce qui est encore plus flippant, c'est que c'est FromSoft eux-mêmes qui ont mis des messages pour te faire flipper. Et ça, j'ai adoré parce qu'ils cassent un peu ce quatrième mur des messages qui sont généralement déjà en ligne, hein, pour te mettre la panique. Même s'il n'y a pas beaucoup de monstres, il y en a je crois 3 ou 4, hein, c'était suffisant pour faire bader tout le monde. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plein de références. Évidemment, c'est Bloodborne dans ce cas-là, mais c'est hors du commun. Vous savez pourquoi on vous dit depuis le début qu'il faut utiliser les fragments? Parce que vous allez sûrement trouver le premier chevalier un peu à la con et il va vous démonter. Il vous détruit tellement facilement et c'est justement en trouvant des fragments que vous revenez plus tard et vous le tuez. Et après, il est facile. C'est pour ça qu'il faut utiliser les fragments, vraiment. Et ce petit boss là un peu à la con qui semble basique, c'était un très bon rappel pour vous dire attention, on va tout démonter. Et moi après, je suis allé faire le Dragon Man, il me one-shotait, mais j'avais quasiment aucun fragment. J'ai réussi à le battre. D'ailleurs, j'ai réussi à battre les deux sans trop de fragments, mais ils sont difficiles et c'est un bon rappel. Et ensuite, j'ai fini sur le Death Knight, le premier, il y en a deux, et il m'a défoncé aussi. J'ai dû beaucoup apprendre ses patterns. En plus, il y a une catacombe, du coup, tu dois te retaper toute la catacombe si tu veux t'en aller. J'ai forcé, il marchait pas au saignement, bah, j'ai galéré quand même, mais j'ai appris son pattern par cœur et à la fin, je l'ai quasiment battu sans me faire toucher une seule fois. Et d'ailleurs, lorsque j'ai affronté le deuxième Death Knight, je l'ai défoncé. Parce que le deuxième, j'avais plus de fragments, il était beaucoup plus simple, c'était trop cool et c'était un sentiment tellement agréable. Mais c'est là que tu arrives au lion, le premier, parce qu'il y en a deux dans le jeu. Le deuxième, pareil, je l'ai défoncé, mais le premier, quel combat épique. Entre le boss qui change régulièrement de météo, les attaques hyper retardées de une, mais grandioses, et il faut vraiment être proche du boss pour essayer de lui mettre des coups, et en même temps, il joue super sur la défensive, et c'est dur de l'esquiver, mais l'ambiance, la musique, c'était grandiose. Et il est dur, pour le coup. J'ai mis 6 essais pour celui-ci. Il est faible au saignement, du coup, ça allait, mais j'ai adoré, parce que le premier
premier vrai boss principal, tu te fais démonter. Et c'est cool, ça met un rappel à ton ego de une, mais il est carrément faisable. Musique intense, mais en même temps, il a plein d'attaques et plein d'ouvertures aussi. Mais là où mon ego s'est fait atomiser, c'est Relana. Relana, j'ai jamais vu ça. Pour moi, Malenia, à côté, c'est personne. C'était tellement dur en roulade que j'ai changé de stratégie et j'ai joué pari. Je suis assez bon en pari, du coup ça va, mais j'ai complètement changé de stratégie et je l'ai parié à chaque fois. Et si tu fais 5 paris dessus, en général, tu la tues. Pari plus saignement, ça allait, mais j'ai mis 4h30 à la battre et c'est le boss qui m'a fait le mourir de plus de fois, sauf le boss final. J'ai trouvé ce combat tellement satisfaisant, grandiose, épique, mais j'aurais aimé une cinématique. Vu que le boss m'a tellement démonté, j'aurais aimé au moins le voir me démonter après une cinématique. Parce qu'on dirait juste un petit boss comme ça, mais il est tellement fort et puissant, ou puissante, je pense que c'est une fille, hein, c'est la sœur de Renala. J'aurais aimé au moins que le jeu me respecte un petit peu avec une vraie cinématique parce que le combat était grandiose. Il fait penser à plein de boss, que ce soit Pontife Sullivan ou la danseuse boréale, hein, mais la phase 2 est tellement satisfaisante et cool et stylée, et quand tu la paries, c'était tellement génial. Et tu joues pour ça à FromSoft, pour la battre et crier, tu fais ouais, putain, incroyable. Et c'est ça la force de ces jeux-là, et c'est pour ça que la difficulté est essentielle. Mais par exemple, l'hippopotame à la con, bah, le problème c'est la caméra et la hitbox. La hitbox sur toute son attaque qui te grabe, horrible. Elle est vraiment cassée, je trouve, et c'était pas un combat satisfaisant. Pareil pour Gaius. Gaius, pour moi, c'est le pire combat de boss, peut-être l'un des pires de tout FromSoft. Non pas qu'il est difficile, mais c'était raté quoi. Entre la hitbox complètement cassée, les attaques qui sont vraiment buggées à cause de la hitbox, ça va pas du tout, et pour moi, ils vont le patcher. C'est comme Radan. Rappelez-vous, Radan avant le nerf, il était super dur, non pas parce qu'il était dur, mais que le hitbox était pas terrible. Radan post-nerf, il est facile. Mais il est facile parce qu'il est juste là, les hitbox de Gaius sont cassés. Pareil pour The Putrescent Knight, où j'ai trouvé les combos absolument buggés aussi, quoi. Alors, pas tous évidemment, mais j'ai trouvé le combat insupportable. Le seul chevalier comme ça qu'ils ont réussi à faire bien dans un jeu FromSoft, c'est dans Sekiro. Après, il y a plein de boss où des gens galèrent de fou. J'ai vu ça en ligne, comme l'Avatar. Moi, je l'ai battu au 3e essai. Il se fait facilement démonter, les esquives, elles sont simples, il y a des grandes ouvertures pour esquiver, il faut apprendre le pattern et ça se fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui galèrent dessus. Mais c'est ça qui vient avec les Souls. C'est qu'il y a des gens qui vont galérer sur des boss à la con, et toi, tu vas les démonter. Et l'inverse, toi, tu vas galérer sur des boss incroyablement difficiles pour toi, alors que les autres vont les torcher. L'exemple que j'ai toujours en tête, c'est que la première fois que j'ai battu l'orphelin de Kos, c'était ma première run. Je l'ai first try. Tout le monde va me dire que je suis un mytho et tout, mais non, c'est juste que pour moi, il était incroyablement simple à Paris. Du coup, je l'ai démonté. On peut parler de Romina, j'adore ses attaques, beaucoup d'ouvertures, des attaques qui sont faciles à apprendre. Oui, il faut l'apprendre, du coup, je suis quand même mort pas mal de fois, mais c'est un combat super satisfaisant aussi. Le seul que j'ai first try de tous les boss, c'est Métyr. Métyr qui fait beaucoup penser à Rome, évidemment. Métyr hyper généreux, hyper prévisible, facile à esquiver, pas beaucoup de vie, un boss facile, même si une arène encore très sympa, et l'esthétique était vraiment stylée. Pareil pour le Lord of Frenzy, hein, j'avais vraiment adoré son combat, Midra, je crois il s'appelle. Je suis mort 3-4 fois aussi, parce que pareil, les esquives sont faciles, pas beaucoup de vie, c'était nickel. Et encore une fois, c'était un combat vraiment trop stylé. Et c'est là qu'on arrive aux deux que je n'ai pas réussi sur Invocation. Bale, le meilleur combat de dragon de l'histoire de FromSoft. De loin le meilleur combat en esthétique, l'apocalypse qui déclenche en phase 2, exceptionnel comme aura, encore une fois, comme charisme. Le lore, le fait que ce soit l'ennemi juré de Placidus Sax, et tu comprends pourquoi Placidus Sax et lui sont blessés. Et l'esthétique du dragon blessé qui a plus de jambes, qui te frappe avec son os et tout, génial. C'est l'un des combats les plus épiques, et c'est le mot avec la musique et tout, de FromSoft. Mais qui était difficile. J'ai vraiment trop galéré, surtout au corps à corps, parce que tous les dragons, tu peux rouler sous eux. Mais lui, il a pas de jambes, du coup, tu roules en lui et il te défonce, et du coup, j'ai trouvé ça super difficile. Et le con, c'est que j'ai pris le katana, parce que je jouais katana, mais le katana de dragon, je l'ai amélioré plus 10, et je lui mettais des coups, et je me suis dit, bah, il fait aucun dégât, ce katana à la con. Mais c'est là que j'ai compris que pour le katana, faut utiliser l'attaque spéciale du katana. Et là, ça démonte les dragons. Mais je savais pas. Pour le coup. Et je me suis fait défoncer plein de fois, j'ai dû invoquer, j'avoue, invoquer un mimique, hein. Le mimique s'est fait défoncer, mais au moins il m'a permis de tanker un petit peu. Et c'est le seul où j'ai invoqué parce que j'avais plus la patience et je savais que j'allais pas y arriver. En roulade, j'ai trouvé ça dur, mais encore une fois, juste, c'est juste que j'avais plus la patience et je voulais vraiment voir ce qui se passe quand tu le battais. Mais excellent combat, le meilleur combat de dragon de tous les temps. Encore une fois, il y a plein de gens qui vont me dire, non mais Midir est meilleur. Alors Midir, pareil, moi je l'ai first try. J'ai trouvé que c'était un combat de dragon assez simple, mais je comprends très bien pourquoi les gens l'adorent, mais j'ai clairement préféré Bale. Mais mon boss préféré du DLC était Mesmer, et l'un des meilleurs boss d'après moi de tout FromSoft. Là, ils nous ont gâtés. Il a beaucoup d'attaques, il attaque régulièrement. Il faut vraiment prendre son temps pour comprendre comment esquiver ces nombreuses attaques différentes. Et surtout, il faut comprendre quelle attaque il va faire après. Parce qu'il a plein d'attaques qui commencent de la même manière, mais qui peuvent finir différemment. Et il faut juste se concentrer énormément. Mais ce qui est bien, c'est que le combat est intense. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de vie, il prend beaucoup de dégâts, il y a beaucoup d'ouvertures, mais il te spamme tellement d'attaques que si t'es pas concentré, tu peux facilement te faire one shot. En plus, encore une fois, il a des attaques à retardement qui sont insupportables en soi, mais avec lui, ça marche
marche très bien. Et c'est typiquement le genre de boss qui a un charisme de dingue, qui a un lore de fou et qui arrive à te malmener durant tout le combat, qui est très punitif mais que tu peux toi aussi très bien punir. La phase 2 est pareil, encore une fois, le mot que j'utilise toute cette vidéo, c'est grandiose, mais avec tous ces serpents qui t'attaquent, là, petit souci, il y a un problème de hitbox avec les serpents. Il y a certaines attaques de serpents, t'es passé clairement à côté, tu te prends quand même le coup, donc je pense qu'ils vont aussi corriger quelques petits trucs ici et là, mais en gros, ce qui est bien avec les jeux comme ça, c'est que lorsque je mourais face à ce combat-là, c'était clairement ma faute. Je faisais clairement des erreurs et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est là que sont les meilleurs combats. Quand il y a de la difficulté, c'est généreux, c'est facile à tuer, mais c'est intense. C'est un combat assez court, hein. En 1 minute, tu peux le démonter, hein. Mais ton cœur bat très vite et c'est l'un de mes combats préférés de tous les FromSoft. J'aimerais bien qu'ils fassent comme Sekiro un mode boss, juste pour affronter les boss que j'ai envie de faire, quoi. C'était de loin mon préféré. Et c'est là qu'on arrive au boss final, qui est au fait Mog. Alors oui, c'est pas techniquement Mog, mais en fait c'est le corps de Mog qui a été mis dans Radahn. Et Radahn, avant qu'il devienne Prime Radahn, au final, et c'est surtout Miquella, le boss final. Miquella, on sait depuis le début qu'elle est méchante, ou plus ou moins, mais on apprend du coup dans ce jeu-là, en tout cas on avait des doutes, mais on apprend du coup dans ce jeu-là que Miquella a contrôlé Mog pour que Mog l'enlève. Il y avait toutes ces blagues en ligne par rapport au fait que Mog a agressé sexuellement un enfant, l'a kidnappé et tout. En fait, c'est l'inverse, c'est Miquella qui a agressé Mog, et c'est Miquella qui contrôle les gens, dont Radahn, qui a été refait avec le corps de Mog. Ça se voit que c'est le corps de Mog parce que tu vois genre des détails sur son costume de Radahn qui viennent de Mog en fait. Le combat, je l'ai pas encore fini, j'ai pas réussi. Phase 1, assez simple, entre guillemets. Phase 2, hors du commun. Mais encore une fois, épique, grandiose, titanesque, et je comprends aussi pourquoi les gens galèrent, c'est tout à fait compréhensible, et j'ai envie de continuer à y jouer, essayer d'autres armes, essayer plein de stratégies différentes pour l'affronter, et bah du coup j'ai pas fini le DLC en théorie, parce que ce combat là me bloque, mais je prends mon temps cette fois-ci. Je vais pas me dépêcher juste pour faire la vidéo et le battre, je vais pas invoquer, je vais essayer de le faire, parce que le boss est incroyable et exceptionnel. Là, il y a rien à dire. Est-ce que c'est le plus dur de l'histoire? Oui, parce qu'il t'apprend à esquiver différemment, il y a plein d'attaques à chaque fois, mais il a aussi beaucoup d'ouverture, et il est généreux, et les attaques sont vraiment bien télégraphées, et tu peux clairement bien les esquiver. En plus, t'as le lore, l'ambiance, l'arène qui est magnifique, le côté dieu, la cinématique, la musique, non, ils ont jamais fait mieux, peut-être en termes d'épique et difficulté, donc je suis trop content, et c'était exceptionnel. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.